Bonjour, merci d'être parmi nous pour assister à l'un des moments forts de ce 6e Paris Air Forum, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Faury, le président du groupe Airbus, pour aborder les grands défis que devra relever le secteur aérospatial en général et Airbus en particulier. Ces défis sont nombreux, mais nous allons nous concentrer sur deux d'entre eux, la question environnementale bien sûr, et la digitalisation, même si nous aborderons d'autres sujets d'actualité si le temps le permet. Guillaume Faury, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Et Michel Cabirol va poser la première question. Pour entrer dans le vif du sujet, Guillaume Faury, vous avez pris la tête du groupe Airbus début avril, si je ne me trompe pas. Quelles sont aujourd'hui les priorités stratégiques d'Airbus? Quelles sont vos priorités stratégiques? Alors, priorités stratégiques. Il y a un certain nombre de priorités qui sont en fait très court terme et qui sont liées à la situation dans laquelle on est. Et je pense en particulier à la montée en cadence en termes de livraison, qui est un enjeu pour l'ensemble de la filière et qui est loin d'être évident. On a livré en 2017 718 avions, on en a livré en 2018 800, on a l'intention d'en livrer entre 880 et 890 cette année. Donc c'est 10% par an, mais 10% par an sur des objets d'une telle complexité, avec une chaîne logistique, une chaîne de fournisseurs qui est aussi internationale, qui est aussi profonde, qui elle-même gère des objets complexes, avec parfois quelques bâtons dans les roues, comme le Brexit ou comme les tensions commerciales, font que c'est une priorité clairement pour l'ensemble des équipes d'Airbus, et faire ça avec les niveaux de qualité, les niveaux de sécurité et les niveaux de livraison à l'heure que nos clients exigent quand ils ont déjà vendu les billets d'avion et qu'ils attendent les avions. C'est évidemment particulièrement important d'arriver à être à l'heure. Donc ça, c'est une priorité. Elle est stratégique aussi parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas prétendre au jour d'après et à voir loin. Il faut déjà gérer le quotidien. Alors c'est des bons problèmes. C'est des bons problèmes à avoir. Effectivement, on va parler de sujets environnementaux. Une des complexités des sujets environnementaux, c'est, vu la croissance du trafic aérien, la vitesse à laquelle on doit s'améliorer est encore plus forte. Ce n'est pas une industrie mature, c'est une industrie en croissance. Quand on regarde un petit peu plus loin, on a des priorités sur nos programmes, on a des priorités dans le domaine de la défense, on a des priorités dans le domaine de l'espace, et puis des avions commerciaux. Mais si j'essaye de mettre tout ça dans un ensemble de priorités plus simples, la première des priorités, c'est passer d'une entreprise qui a fait sa force sur des produits à une entreprise qui va faire sa force sur des produits et des systèmes de production. On arrive à un moment où on parle de cadence de livraison, que ce soit dans le domaine de l'aviation commerciale, mais aussi des satellites, qui n'a plus rien à voir avec les objets du début. Et donc la performance va venir de plus en plus des systèmes de production. On a un enjeu stratégique qui est celui du digital. On est au moment où la révolution industrielle, où les objets les plus sophistiqués, les plus gros, qui sont issus de la révolution industrielle, sont en collision avec la révolution digitale. Et se crée un espace d'innovation qui est absolument incroyable. Et arriver à faire le bon usage, le meilleur usage, celui qui correspond à ce que les clients vont pouvoir en faire, à être meilleur que les concurrents, à combiner les technologies industrielles dont je parlais et le digital, c'est un enjeu incroyable. Et puis, stratégiquement, il est absolument certain qu'arriver, et c'était le titre de votre journal aujourd'hui, de votre édition, arriver à concilier le fait de connecter les gens dans le monde entier. Je pense que l'aviation joue vraiment un rôle essentiel pour la capacité de la société humaine à vivre ensemble. Arriver à concilier cet enjeu de connectivité avec une aviation décarbonée. On a des technologies à inventer dans les 10 ans qui viennent à une vitesse qui est probablement sans précédent. Et ça, c'est un enjeu stratégique passionnant pour Airbus, mais passionnant aussi pour l'ensemble de la filière. Et je vois aussi de plus en plus passionnant pour le grand public. Et juste pour mettre les choses en perspective, aujourd'hui, on est à peu près 2 ou 2,5% des émissions de CO2, le transport aérien commercial. Si on n'avait pas fait les efforts qu'on a fait ces 20 dernières années, en termes de réduction des émissions de CO2, réduction de consommation de carburant, donc réduction des émissions de CO2 et de NOx, on ne serait pas à 2%, on serait entre 8 et 10%.
Donc il y a eu une vitesse d'amélioration qui a été spectaculaire. Il faut qu'on arrive à continuer à une vitesse encore plus forte, et pas seulement en améliorant les technologies d'aujourd'hui, mais en inventant de nouvelles technologies ou en appliquant des technologies nouvelles au secteur de l'aviation. Justement, sur l'environnement, quel regard portez-vous sur la pression environnementale qui s'accroît, notamment en Europe? On voit des appels au boycott de l'avion, on voit des appels à taxer le kérosène, à supprimer des lignes, comme c'est le cas en France. Non, les projets, hein, pas la décision. Êtes-vous inquiet sur votre activité? Êtes-vous inquiet que cela entraîne une baisse du trafic et du coup que cela ait un impact sur votre production à terme? Alors, je pense que la pression environnementale, elle est saine et elle est souhaitable. Maintenant, il faut que la pression environnementale, elle repose sur des données un peu factuelles. Il ne faut pas que ça soit juste des impressions, des sentiments ou des contre-vérités. Peu de gens savent que la consommation, une fois encore, c'était dans votre journal ce matin, je suis ravi de voir ces chiffres, que la consommation en litres par 100 km, pour comparer à ce que des gens connaissent sur les voitures, dans un avion moderne, correctement rempli, elle est de l'ordre de grandeur de 2 litres au 100. Donc c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement d'aller de Paris à Toulouse en avion que d'y aller en voiture, ou à moins d'être 4 dans la voiture. Donc c'est pas très intuitif, mais c'est la réalité des choses. Pour autant, on ne s'en satisfait pas. Je pense qu'il faut continuer à aller plus loin, parce que cette croissance du trafic aérien et le besoin de réduction des émissions de CO2 est un effet ciseau qui nécessite d'inventer des solutions nouvelles. Donc moi, j'appelle de mes vœux que cette pression environnementale, elle soit positive, elle soit bienveillante, elle soit encourageante pour les nouvelles technologies et elle soit raisonnée. Elle repose sur une appréciation objective de la situation et il y a effectivement probablement beaucoup d'actions à mener qui rapportent beaucoup plus en gain d'émissions de CO2 que de taxer par exemple brutalement en croyant qu'on résout le problème. Et ça, c'est un petit peu le réflexe qui vient immédiatement. Voilà, donc une pression environnementale, oui. Qui nous aide à nous améliorer, oui. Je pense que l'Europe a, de ce point de vue-là, avec une conscience environnementale peut-être plus élevée que dans d'autres régions du monde, une opportunité d'accélérer, d'aller plus vite et d'être les premiers à disposer des technologies qui permettront de concilier le fait d'avoir une croissance du trafic aérien et moins d'émissions de CO2 et un respect de l'environnement par l'aviation. Est-ce que cela vous inquiète ou est-ce que quand vous regardez vos prévisions de trafic à 20 ans, est-ce que vous dites peut-être qu'il y en aura moins que prévu? Il ne faut pas être inquiet des choses qui sont juste des évidences. Que le digital aujourd'hui transforme la société humaine, c'est un fait. Donc on peut en avoir peur, en avoir envie. Je pense qu'il faut essayer d'en faire quelque chose de positif et voir toutes les opportunités qu'il y a dedans, tout en étant raisonné. J'ai entendu des remarques similaires sur l'intelligence artificielle, c'est pareil. L'environnement, on a un vrai sujet environnemental, 9 milliards, 10 milliards d'humains sur la Terre, de plus en plus de besoins d'énergie, de consommation d'énergie, ça c'est des faits. Donc il faut se préparer à se transformer, il faut se transformer maintenant, et je pense qu'on est des acteurs de la transformation, en tout cas on est déterminés à l'être, on l'est dans le digital aujourd'hui, on l'est dans l'environnement de plus en plus. Je ne dis pas que rien n'a été fait dans le passé, au contraire, mais on voit qu'on est à un moment où il faut vraiment changer les termes de l'équation. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que l'écosystème aéronautique, en général, doit-il craindre la mise en place d'une réglementation contraignante, non pas évidemment pour les compagnies aériennes, mais pour les constructeurs, les avionneurs, les constructeurs d'avions, et à la manière de ce qui se passe dans l'automobile? Est-ce qu'il y a cette crainte qui peut émerger ou pas? Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. J'ai passé quelques années dans l'automobile. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait dans la façon dont les réglementations dans l'automobile se sont mises en place. Et si on juge factuellement le résultat auquel on est arrivé, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Bon. Les réglementations sont nécessaires. Elles donnent un cadre qui oriente. Et c'est très important que la réglementation soit un terrain de jeu, level playing field, un terrain de jeu qui soit le même pour tout le monde, pour qu'on puisse exercer la compétition. Si je prends l'exemple de la sécurité des vols, on est aujourd'hui à un niveau incroyablement élevé de sécurité du transport aérien. On y est arrivé parce qu'il y a eu une réglementation mondiale, organisée au niveau de l'OACI, déclinée dans les
principaux pays aéronautiques et des accords, des alignements sur ces réglementations qui ont permis à tous les constructeurs de savoir à quoi s'attendre et d'être en concurrence sur des choses claires, équitables. Si on crée la même chose dans le domaine environnemental, je suis convaincu qu'on va voir beaucoup d'investissements arriver et beaucoup de nouvelles technologies et qu'on va voir les constructeurs, dont Airbus, sentir qu'il y a un environnement avec un niveau d'incertitude suffisamment bas pour permettre des investissements élevés, pour permettre de parier sur l'avenir. Si on a en revanche un terrain de jeu qui est extrêmement hétérogène en termes de réglementation sur l'environnement, on va favoriser des solutions locales complètement désoptimisées qui essaieront de trouver des équations économiques viables localement, mais pas du tout à l'échelle dont on a besoin pour faire des investissements à l'échelle de l'aéronautique. Donc, dit autrement, une réglementation, on en a besoin. Elle crée le cadre commun pour que tous les joueurs puissent jouer avec les mêmes règles du jeu et du coup investir. Le seul cadre commun qui existe aujourd'hui, il est à nouveau à l'OACI, il s'appelle CORSIA. Et nous, on pense que c'est extrêmement important que dans les années qui viennent, l'Europe, les États-Unis, les Amériques, l'Asie et principalement la Chine, soient dans CORSIA pour qu'on ait cette réglementation la même pour tout le monde et qu'on sache à quoi s'attendre, comment travailler, comment investir. Et puis ce cadre, on va le durcir au fur et à mesure que les constructeurs et les compagnies aériennes vont arriver à être performants. Tout à l'heure, vous avez évoqué une aviation décarbonée. Dans un journal allemand, vous avez également parlé d'une aviation à terme à zéro émission. On parle beaucoup d'électrique. Où en êtes-vous? Que prévoyez-vous dans cette course à l'électrique? Quelles sont les échéances que vous voyez pour arriver à grossir dans le type d'avion motorisé comme ça? Alors, on est au moment où on développe les technologies. Les technologies ne sont pas encore matures. On ne saurait pas lancer aujourd'hui un avion qui honorerait la promesse environnementale. Mais il faut aller vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans d'autres industries. Certaines sont applicables à l'aéronautique, d'autres le sont beaucoup moins. Par exemple, les véhicules électriques à batterie ne sont pas du tout adaptés à du vol longue distance parce que la densité d'énergie par kilogramme qu'on emporte dans une batterie est extrêmement faible par rapport à ce dont on a besoin pour faire voler un avion et l'efficacité énergétique dont on a besoin. Il y a de nombreuses voies pour aller amener à bord de l'énergie décarbonée. Il faut une source primaire d'énergie décarbonée. Il est à peu près clair qu'on aura énormément besoin d'électricité décarbonée dans les années ou les décennies qui viennent pour alimenter des batteries, de l'hydrogène, des carburants artificiels qui, d'une façon ou d'une autre, vont être utilisés par les consommateurs d'énergie, et l'aéronautique est un consommateur d'énergie. Donc on est dans cette phase de construction des technologies. On n'a pas encore choisi ou trouvé la meilleure voie. Il faut un cadre réglementaire, parce que toutes les technologies n'ont pas la même équation économique. Et donc si le cadre réglementaire est très incertain, on va faire des petits investissements pour prendre des petits risques. Si on a un cadre environnemental et réglementaire clair, durable, on est capable de faire des paris importants et d'injecter énormément d'argent dans les nouvelles technologies, sachant qu'on aura un retour sur investissement, qu'on n'aura pas fait ça à fond perdu. Voilà, donc on est dans cette phase-là. Pour l'instant, des technologies, c'est cher, mais ce n'est pas hors de prix. Le jour où on va commencer à appliquer ces technologies-là sur des nouveaux programmes d'avions, on va prendre des risques considérables, on aura besoin de ce cadre réglementaire stable. Donc s'il n'y a pas un travail collectif de l'ensemble des parties, et l'ensemble des parties, c'est des composantes qui, sur d'autres domaines, se font la concurrence. Les parties, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Asie, les industriels, les États, pour définir un cadre qui est OK. C'est ce cadre-là qu'on veut choisir pour investir, travailler et innover. Est-ce que du coup, ça complique l'équation pour le successeur du 320 ? Est-ce que pour trouver la bonne technologie, si vous attendez ce cadre réglementaire qui peut quand même prendre beaucoup de temps, est-ce que du coup ça peut jouer sur le calendrier du successeur du 320 ? Alors je sais que ça excite tout le monde, le successeur du 320. Le successeur du 320, c'est le 320 Neo. Ça fait 2 ans qu'on l'a... Le successeur du 320 Neo, alors. Ça fait 2 ans qu'on l'a lancé. On est au début de sa vie. On a un carnet de commandes de 6000 appareils.
On a encore beaucoup de demandes pour cet appareil. Il vient remplacer des appareils des générations précédentes, donc il y a beaucoup d'économies de carburant à rentrer en service la nouvelle génération d'avions. Et comme je l'ai dit précédemment, les technologies ne sont pas prêtes. Donc personne n'a besoin aujourd'hui de trouver un successeur au successeur, c'est un peu tôt, et en même temps les technos ne sont pas prêtes. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de problématique en 2019 ou en 2020. On aura une problématique sur 2023, 2024, 2025, si on continue à dire les technologies ne sont pas prêtes. Voilà. Donc ça donne le cadre de développement des technologies, 3, 4, 5 ans à mon avis. Il faut trouver la bonne technologie dans les 3, 4, 5 ans, c'est ça? Exactement. Justement, je vais poser la question, même si effectivement c'est à échéance assez lointaine, mais quelle baisse de la consommation visez-vous pour le successeur de la 320 Neo? Je ne peux pas répondre à cette question. Ou plutôt si, je peux y répondre de façon très simple. C'est comme quel objectif vous vous donnez pour la sécurité des vols? 0 accident. Quel objectif on se donne à terme pour l'aviation commerciale? 0 émission. À quelle vitesse on va être capable d'aller vers cet objectif? Corsia donne un cadre. Il dit qu'il faut stabiliser jusqu'à 2035, entre 2020 et 2035, et ensuite réduire pour arriver en 2050 à la moitié de ce qu'étaient les émissions en 2005. Ça, c'est le cadre général. Alors, il faut que Corsia rentre en vigueur complètement et devienne le cadre obligatoire pour tout le monde. Ce n'est pas encore le cas. On pense que cette trajectoire, elle est atteignable. Donc il faudra que le successeur du 320 Neo aille suffisamment loin dans cette direction pour permettre d'atteindre ses objectifs. Et il y a différentes possibilités. Donc voilà, c'est prématuré de répondre à la question, mais la question est sur la table pour le milieu de la décennie prochaine, à mon avis, au plus tard. On va passer, parce que l'heure tourne, à la digitalisation. Airbus a entamé il y a quelques années sa transformation digitale, donc de votre système de production notamment. Vous avez notamment créé une 4e ligne d'assemblage à Hambourg, plus automatisée, plus robotisée, etc. Quelles sont les prochaines grandes étapes à réaliser dans ce domaine? Alors, dans le digital, effectivement, c'est par étapes. Il est partout le digital. Donc c'est un terme général qui recouvre beaucoup de choses différentes. Une dimension du digital pour nous, ça a été, dans le passé, de concevoir des avions dans une maquette numérique et l'ensemble des acteurs qui étaient autour de cette maquette numérique avant que ça devienne un avion physique. L'étape qu'on est en train de franchir a déjà été franchie dans d'autres industries, sur des objets de taille beaucoup plus petite et de complexité beaucoup plus faible, qui est de concevoir le produit et son système de production tout en numérique dans un seul écosystème. Ça, on est en train de le bâtir, et d'ailleurs on a noué un partenariat avec Dassault Systèmes à la fin de l'année dernière, pour à l'échelle de la complexité de ces objets-là, être capable de faire la même chose. Donc ça, la ligne 4 à Hambourg est une étape, mais on a l'ambition d'aller sur la génération d'avions suivante à un avion et un système de production, et d'ailleurs les services qui vont avec, conçus tout en numérique, avec l'ensemble des données rattachées à cette continuité numérique, à ces objets virtuels. Une autre dimension du numérique est celle des données. Et à travers l'initiative qu'on appelle Skywise, qui est de créer un data lake, donc une base de données à très grande échelle, on collecte des données de nature très différente et on est capable de créer de l'information avec toutes ces données pour comprendre comment un avion se comporte individuellement par rapport à l'avion minimum certifié. Chaque avion individuel a sa propre carte d'identité, pour comprendre comment se comportent les systèmes à bord et comprendre les modes de défaillance, faire de la maintenance préventive. L'imagination n'a plus de limite quand on commence à avoir les données. C'est ce qui se passe dans d'autres environnements. Et quand on imagine ce que pourra faire l'intelligence artificielle sur ces données quand on sera mature, comparé à ce que l'IA fait sur de la reconnaissance faciale, par exemple, on imagine la puissance du digital dans l'aéronautique. Ça, on est en train de le construire. Donc le digital, il se construit au fur et à mesure. On n'est pas du tout à la maturité. Et ce qui est très intéressant, c'est de combiner le digital au monde réel.
aux très grosses machines-outils, aux objets qui volent eux-mêmes, et demain à des systèmes de combat du futur, où les données vont être issues de très nombreux senseurs, en très nombreuses quantités, et il faudra arriver à créer de l'information avec tout ce bruit. Et l'intelligence artificielle est une façon de créer de l'aide à la décision ou de l'automatisation dans un certain nombre d'opérations où l'homme n'est pas du tout, l'homme ou la femme, l'être humain n'est pas du tout le mieux positionné pour le faire. Combien de temps estimez-vous que cela prendra pour transformer la totalité de votre système de production? Je pense qu'il a fallu plus d'un siècle pour voir les limites, et encore je pense qu'on ne les a pas vues, de la révolution industrielle. Je pense qu'on est au tout début de la révolution digitale. Et bien malin qui peut dire aujourd'hui jusqu'où ça va aller. Donc on avance étape par étape, on voit les principales transformations qu'on veut mener. Je pense qu'un outil de production totalement numérique, totalement numérisé, c'est la prochaine génération d'avions. C'est l'objectif qu'on se donne. D'accord, donc pour le successeur du 320 Neo, donc... Il n'y a pas que le 320 dans la vie, mais il y aura les autres sont quand même bien... oui, pour la génération 2025, celle qu'on veut concevoir... Il faut que ça soit fini à ce moment-là. Voilà, on aura maîtrisé ça. On aura maîtrisé les outils de production en conception 3D, en conception numérique. On le fait déjà sur des objets de taille plus petite, donc ce n'est pas en soi impossible. C'est juste qu'à la taille d'un avion et avec la complexité fonctionnelle d'un avion, c'est énormément de choses à mettre en place. Elles ne sont pas en place aujourd'hui. Une question concrète, est-ce qu'il y a des différences entre les gains de compétitivité attendus en théorie et ceux obtenus en pratique quand on digitalise des sites existants? Est-ce que vous avez déjà des bons retours d'expérience? Alors la réponse est oui, il y a des très grosses différences. C'est toujours quand on essaie de prévoir le futur, ça ne se passe jamais comme on espère que ça va se passer. Mais il y a une raison pour laquelle c'est très différent, c'est que quand on met en place un outil de transformation, prenons le digital, on se dit on va faire 30% d'économie. Et d'ailleurs, on a été voir que dans d'autres industries, c'était possible. Donc on va développer avec 30% de moins d'efforts et peut-être significativement plus vite, peut-être pas les 30%, mais pas loin. Sauf que dans le même temps, l'avion qu'on va développer la fois d'après, c'est pas le même avion. Il sera beaucoup plus complexe, beaucoup plus de technologie. Quand on voit l'évolution du nombre de données qui circulent à bord d'un avion, c'est exponentiel. Quand on voit l'évolution du nombre de kilomètres de câblage qu'il y a sur un avion, c'est exponentiel. Donc je suis convaincu que l'avion de 2030, il sera beaucoup plus complexe que l'avion de 1970 ou 1980. Et donc, quel sera le temps de développement, le montant d'argent, ça dépendra de ce qu'on voudra en faire à ce moment-là. En revanche, je suis absolument certain que toute chose égale par ailleurs, sur des développements de complexité comparables, avec le digital, on va beaucoup, beaucoup plus vite. La continuité digitale, donc la supply chain, le vrai problème de la continuité digitale, c'est un peu la supply chain. C'est le gros point noir. Quelle attitude avez-vous à leur égard et comment faire pour les soutenir? Bon, la complexité de la chaîne de fournisseurs et la profondeur de la chaîne de fournisseurs est un des enjeux de l'aéronautique, une des difficultés. On ne le voit pas seulement sur les sujets de digital. Quand on regarde la complexité à gérer un hard Brexit, pour prendre un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et qui va peut-être encore en faire couler, ce qui est difficile, c'est d'aligner et de coordonner une chaîne de fournisseurs aussi profonde et aussi internationale. C'est vrai aussi dans le digital. Et donc il faut d'abord des outils communs. Il faut des processus communs, il faut des méthodes communes. Et souvent, il faut des plateaux, c'est-à-dire des endroits où on se retrouve et on travaille en commun. Ce n'est pas des choses nouvelles. On le fait déjà. Il y a beaucoup de systèmes d'information qui sont communs pour les échanges de données logistiques, pour les transactions commerciales, on va dire, et le suivi des informations. Demain, il faut effectivement que l'écosystème aille au-delà de ces systèmes d'information type ERP et la maquette numérique du produit qui est partagée aujourd'hui. Demain, ce sera une maquette numérique produit et système de production et services et elle sera partagée avec les fournisseurs. Et donc, il faut des fournisseurs qui soient des fournisseurs de confiance. Il faut être capable de gérer toute la problématique et la complexité du cyber.
et de la sécurité de l'information, des systèmes d'information. Et donc ça fait une dimension en plus à gérer, qui est une dimension de complexité, mais qui est incontournable. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit, le digital. Donc il faut faire avec. La question, faut-il les soutenir ou faut-il les sortir des programmes? Parce qu'on voit que certaines PME ne font vraiment pas d'efforts, certains en font, certains ont vraiment du mal à passer au digital. Donc, est-ce que votre patience aura une limite? Il n'y a pas le choix. C'est incontournable. Donc on peut refuser de voir l'obstacle, mais l'obstacle, il est là. Donc il faut le passer. Demain, aujourd'hui déjà, demain encore plus, le monde de l'industrie est numérique. Donc il faut aller dans le numérique, il faut y aller de façon sécurisée et il faut y aller de façon performante. Et comme dans tous les domaines de compétitivité, les joueurs qui ne veulent pas se mettre à hauteur ou qui ne peuvent pas se mettre à hauteur, ben on est obligé de compter sur d'autres. Et donc c'est un message à tout le monde, mais c'est aussi un message pour nous. Ça va très très vite. Je pense qu'on est à un moment où il n'y a jamais eu autant de changements en aussi peu de temps et pas mal d'incertitudes. Pour autant, il y a quelques lignes de force. Le digital en est une. Il faut y aller sans hésitation. Est-ce que la baisse des coûts attendus d'un système de production numérique fera-t-elle baisser le prix des avions? C'est une grande demande d'Alexandre de Gignac depuis des années. Si demain il y a une taxation plus importante sur les compagnies aériennes, il faudra quand même que le coût soit compensé quelque part. Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice? Oui, nous on pense qu'il y a un potentiel d'amélioration absolument énorme dans Skywise et l'utilisation des données récoltées à bord. Parce qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans le système. Il y a des systèmes qui dysfonctionnent et la façon de traiter le sujet aujourd'hui, c'est de les enlever, les réparer ou les remplacer. Quand on a les données, qu'on comprend comment ça fonctionne, il y a beaucoup de possibilités d'améliorer plutôt que de réparer ou de remplacer. Et donc, quand on essaye d'évaluer l'ordre de grandeur des économies qu'on peut faire sur la durée de vie du produit, on est à 2 chiffres. Donc c'est significatif. Et ça, c'est sans rien changer au produit. Simplement en améliorant la compréhension d'un produit et comment on l'utilise dans sa durée de vie. Donc oui, il y a des sources d'économie, mais il y a aussi de plus en plus de systèmes à bord. On parle de connectivité, on va connecter les avions, on est en train de les connecter, c'est déjà une réalité. Le client, il attend la continuité numérique au sens du Wi-Fi chez lui, dans sa voiture, à l'aéroport, dans l'avion, à l'atterrissage. Donc on a de plus en plus de besoins et on a cette concurrence permanente entre une technologie donnée devient de moins en moins chère au fil du temps et on met de plus en plus de technologie dans un objet ou dans un service. Et donc le prix, il évolue à peu près en fonction de ces tendances contradictoires. Est-ce qu'on peut imaginer justement un système un peu comme les motoristes où le prix baisserait, mais avec, comme vous le dites, à Skywise, avec un développement des services qui permettrait donc du coup de compenser? Est-ce qu'on va vers ce modèle pour les avionneurs ou... Non, le service, il existe déjà aujourd'hui. Le service, sur la durée de vie, il est cher. Le besoin de maintenance et d'entretien, il est élevé, en particulier sur les pièces tournantes. Et en particulier sur les moteurs. Donc il y a une attente très forte des compagnies aériennes d'arriver à traiter ces sujets-là de façon beaucoup plus économique. Et donc oui, c'est bien l'objectif de rentrer un des objectifs de rentrer du digital, c'est d'aller au fond des problèmes et de les anticiper, de les résoudre plutôt que de les subir. Alors c'est une question récurrente et on vous la pose souvent. Où en sont les discussions avec les motoristes pour augmenter la cadence ? Parce que vous avez évoqué en préambule une augmentation de la cadence de 10% pratiquement à chaque année. Est-ce que vous avez encore des marges avec les motoristes? Alors, il y a une demande pour plus de capacité de livraison, en particulier sur la famille 320. On a beaucoup souffert l'année dernière des problèmes de montée en cadence et de maturité des moteurs et des systèmes de production des motoristes qui viennent avec des moteurs complètement nouveaux. Il faut quand même le reconnaître que nous, on est passé de cadence 40 à 50 à 60 sur un avion qui a évolué, c'est une nouvelle génération, mais eux, ils sont passés de 0 à 100% sur des moteurs complètement nouveaux. Et ils sont tombés, les motoristes ensemble, sur des problématiques de goulot d'étranglement dans un certain nombre de technologies, forging, casting, donc les pièces de forge et les pièces moulées, de très haute technologie, où il y a très peu de sociétés dans le monde qui savent livrer et qui ont été des goulots d'étranglement
pour monter à des niveaux de production que peut-être les motoristes auxquels ils ne croyaient pas complètement à un moment donné. Bon, en début d'année 2019, on a les moteurs à peu près à l'heure. Donc ce n'est plus le sujet de 2019. On subit encore très fortement les retards qu'on a eus début 2018 et qui nous ont énormément désorganisés et qu'il a fallu gérer. Si on regarde devant, on va avoir besoin de continuer à monter en cadence. Et pour l'instant, on n'a pas encore les réponses favorables de nos amis motoristes, au-delà de 2021. Donc on travaille avec eux, ils ont leurs propres sujets à régler. Ils ont, je pense, accepté l'idée qu'il y avait un besoin de continuer à monter en cadence, ce qui veut dire des investissements pour eux et pour leur chaîne de fournisseurs. Et donc la question définitive à votre question, est-ce que le problème ou la question avec les motoristes est réglée? La réponse est non, elle ne l'est pas encore. Maintenant, on va continuer année après année à se poser la question de quel est le juste niveau de production sur une durée raisonnable. Ce serait quoi l'idéal pour vous comme monter en cadence? Et en pratique, la différence c'est quoi en pratique? Alors, on a déjà annoncé si je reste sur le 320, on a déjà annoncé nos cadences de production 2019, 2020, 2021. On est passé de 50 à 60 très rapidement en 2018. On va arriver à 60 par mois mi-2019 et on va viser 63 mi-2021. On va utiliser cette période pour essayer de livrer de façon plus linéaire, plus progressive les avions et digérer, je dirais, cette phase de montée en cadence et de changement des produits et des systèmes de production. Et après 2021, on espère continuer à monter. On ne va pas monter jusqu'au ciel, mais on va continuer à monter un petit peu et la bonne étape suivante reste à définir. Pour terminer sur cette question, est-ce que c'est une question de coût ou avec les motoristes sur le coût de la montée en cadence et donc de la prise en charge d'une partie de l'enveloppe budgétaire par Airbus, ou une question de divergence sur le marché, ou les deux? À court terme, ça a été une question de faisabilité. Les motoristes se sont heurtés à des vrais problèmes d'outils industriels et de chaînes logistiques. Après, l'étape suivante, c'est un compromis entre la demande, donc l'évolution du marché, les investissements et la durée pendant laquelle on pense que cette demande va être forte. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on a une dizaine d'années devant nous de très fortes demandes, parce que c'est tiré par l'accès des classes moyennes au transport aérien en Chine, en Inde, le remplacement des générations précédentes sur des marchés très dynamiques comme les États-Unis et l'Amérique du Nord. Et donc, on a une forme de certitude. Et puis, on n'a jamais eu des carnets de commandes aussi remplis que ce qu'on a en ce moment. Ce n'est pas tellement la question du marché qui se pose en ce moment. Les carnets de commandes, ils sont pleins. Il faut répondre aux clients qui nous ont déjà passé des commandes. Est-ce que ce n'est pas rageant de ne pas pouvoir augmenter les cadences quand le concurrent a quelques difficultés à livrer? C'est rageant de ne pas pouvoir monter en cadence plus vite quand on a les clients qui viennent nous voir de très très loin pour nous dire qu'ils auraient besoin de plus d'avions plus vite. Et ça, c'était indépendamment de ce qui s'est passé pour notre concurrent. On était déjà dans cette situation-là à la fin de l'année dernière. Je tenais les mêmes propos et la situation n'a pas changé. On est toujours limité par la capacité de production sur les avions monocouloirs. D'accord. Passons justement à la crise du 737 MAX. On va pas. Vous savez que je ne vais pas parler de ce sujet. Oui, voilà, mais justement. Vous pouvez tenter, mais. Non, mais c'est quels enseignements tirez-vous de cette crise? Ce n'est pas sur le. Qu'est-ce que vous en tirez? D'abord, il y a un constat qui est juste renforcé par ce qui se passe, qui est que l'exigence sociale sur la sécurité du transport aérien est absolument. Elle est énorme. Elle a un niveau d'attente qui est très 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 élevé, sans comparaison avec d'autres moyens de transport, pour lesquels on accepte des niveaux d'insécurité qui sont de plusieurs ordres grandeur différents. Bon, c'est comme ça. À la limite, c'est bien. Et c'est le résultat des niveaux de sécurité qu'on a atteints avec ce dont je parlais tout à l'heure, d'une réglementation mondiale exigeante. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe que ça va continuer à être une exigence très très forte. Et donc la sécurité est le pilier, le premier pilier, le pilier principal sur lequel s'appuie cette industrie. Donc ça nous rappelle que la sécurité est la priorité numéro 1 chaque jour pour tous les gens qui développent, qui fabriquent, qui opèrent des avions et qui les entretiennent. Deuxièmement, c'est sur ces cas particuliers,
et dans l'industrie aéronautique, on le fait très systématiquement et je pense assez bien, de toujours aller au fond des problèmes avec la transparence la plus totale pour comprendre les facteurs qui ont été à l'origine des accidents et qui sont parfois des combinaisons ou très souvent des combinaisons de facteurs et apporter les améliorations dans les produits, dans la façon de les opérer, dans la communication entre les acteurs pour que ça ne se passe plus. Et à ce stade, c'est prématuré de tirer des enseignements puisqu'on a les autorités d'investigation qui sont en charge, qui sont sur ces accidents, mais il y aura des rapports d'enquête qui amèneront des recommandations et on verra comment il faut qu'on tire les enseignements. On regarde ce qui se passe, effectivement, en étant un petit peu en arrière-plan pour anticiper autant qu'on peut. Aujourd'hui, on en est là, mais on se remet en question sur ces sujets-là à chaque opportunité de le faire. Une évolution des règles de certification est-elle à prévoir, notamment un durcissement, bien sûr? La question se pose. Est-ce que les règles ont une faille qu'il faut réparer ou changer, ou est-ce que dans le cadre des règles qui sont en place, il y a eu des manquements? Et dans ces cas-là, ce n'est pas une question de règles. Quand il y a la bonne limitation de vitesse sur la route, mais qu'il y a un accident parce qu'il y a quelqu'un qui conduit 2 fois trop vite, est-ce qu'il faut baisser la limitation de vitesse ou il faut s'assurer que les gens respectent la limitation de vitesse? Bon, la réponse, elle n'est pas encore apportée aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question, simplement. Une fois encore, la sécurité étant notre premier atout, il ne faut pas évacuer le problème, on va regarder. Les autorités sont très très conscientes de ça et le font systématiquement pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la réglementation, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans les contrôles et la façon de s'assurer que la réglementation est bien mise en œuvre. Quel est le constat et quelle est l'analyse que vous faites sur la fusion entre UTC et Raytheon? Est-ce que les équipementiers ne deviennent pas-ils trop gros pour les maîtres d'œuvre? C'est la question qu'on vous pose souvent, mais on vous la repose. Oui, alors il y a une course au gigantisme qui donne beaucoup de puissance au groupe en question. On a vu un peu de consolidation en Europe aussi, sur nos propres équipementiers. Ce que je souhaite souligner, c'est on est dans une industrie où l'effet de taille est très important, où le jeu est mondial et où il faut être parmi les quelques gros acteurs. Je pense qu'Airbus aujourd'hui ne serait pas où on est aujourd'hui si on n'avait pas été capable de consolider en Europe ces activités-là et ces industries-là. Ça continue à accélérer côté États-Unis et donc il faut se poser les questions de notre capacité à, alors je dis Europe, ça peut être aussi transatlantique ou avec d'autres joueurs, mais s'assurer qu'on continue à avoir des industries compétitives et qui ont la taille critique. En ce qui concerne UTC Raytheon, c'est un petit peu tôt pour tirer, je dirais, des enseignements définitifs. On est effectivement en train de regarder, on est en dialogue avec eux et on va s'assurer que les moteurs Pratt & Whitney qu'on achète chez eux, on va pouvoir continuer à les acheter dans de bonnes conditions. On est un client important pour Airbus. Airbus, on a la taille critique pour qu'on reste très important pour une entreprise consolidée de cette taille-là. Mais c'est vrai que pour d'autres entreprises, ça peut inverser le rapport de force. Et il faut en permanence se poser la question du juste équilibre. Alors, Airbus, c'est pas que des avions commerciaux. On va passer à quelques questions dans le domaine de la défense et de l'espace, et même des hélicoptères, d'où vous venez un petit peu. La question simple, puisque vous êtes arrivé en avril, quelle va être la place de la défense et de l'espace, mais aussi d'Airbus Hélicoptères dans le groupe Airbus tel que vous le voyez? Est-ce qu'il y aura des renforcements? Est-ce qu'il y aura des cessions? Et avec quels objectifs pour ces 3 business units? Et il y a un sujet qui réapparaît, c'est un serpent de mer, mais c'est un sujet qui réapparaît. Qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle consolidation dans les satellites entre Airbus et Thales? Alors d'abord, ce que je souhaite dire, c'est que je pense que le groupe Airbus, fort de ces 3 composantes, avions commerciaux, défense et espace et hélicoptères, a une vraie cohérence. Et il y a beaucoup de synergie entre ces différentes activités. Il y a des exemples faciles à prendre, mais je vais en citer un, entre les hélicoptères et l'aviation commerciale. Les technologies décarbonées, de propulsion décarbonée, avec beaucoup d'électricité à bord, pour les avions commerciaux, on est en train de les tester
sur des petits véhicules à une échelle beaucoup plus petite pour la mobilité urbaine. Et donc, on ne développe pas nos prototypes Vahana et City Airbus uniquement dans la logique de la mobilité urbaine. On le fait pour cet objectif-là, mais c'est aussi notre terrain de jeu pour développer à une échelle beaucoup plus petite, expérimenter, essayer, échouer, essayer autre chose, beaucoup plus vite, beaucoup plus petit, beaucoup moins cher, avant de faire ce qu'on appelle du scale-up, c'est-à-dire de déployer ces technologies sur des objets beaucoup plus gros. Le fait d'avoir ces entités ensemble nous permet de faire ça de façon totalement ouverte, totalement transparente. Sur le digital, c'est un peu le contraire. La plateforme Skywise, c'est un énorme investissement. Je pense qu'il faut la taille d'un groupe comme Airbus pour s'offrir cette plateforme digitale, et je pense qu'un hélicoptériste indépendant ne pourrait pas s'offrir ça. L'hélicoptériste Airbus Hélicoptère dans Airbus, il bénéficie de cet écosystème, de cet environnement qu'on développe à une échelle beaucoup plus grande. Donc on va garder nos composantes. Elles ont d'autres complémentarités aussi du côté des compétences des gens, et on fait bouger les compétences et on partage des technologies. C'est intéressant de se rappeler que sur l'A320, c'est les commandes de vol électriques qui ont fait, je dirais, la plus grosse innovation technologique de l'A320, et ça n'est pas du domaine commercial. Donc il y a beaucoup de synergies. Il y a aussi une importance particulière de la défense en ce moment en Europe. Je pense qu'Airbus est une des rares sociétés qui est capable de maîtriser des systèmes aussi complexes dans une coopération européenne. Et donc on a un vrai rôle à jouer. La défense de ce point de vue-là est stratégique pour nous, et Airbus est un acteur stratégique pour les pays européens. Et puis l'espace est un domaine de rêve, au sens il va y en avoir énormément dans le futur, de l'accès à l'espace et de l'espace, parce que le coût de l'accès à l'espace pour 1 kilogramme a été divisé par 5 au cours des 5 ou 7 dernières années, j'ai plus les chiffres exacts en tête, et ce qu'on met dans 1 kilogramme de technologie, ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc, on a la probabilité très très forte d'avoir dans 10, 15 ou 20 ans énormément d'infrastructures dans l'espace pour des coûts raisonnables. Et donc, un développement très fort de l'espace. Donc, on veut rester dans l'espace parce qu'on maîtrise ces technologies, mais parce qu'on pense aussi que ça a le potentiel éventuellement d'être, comme l'aviation commerciale aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement important, à la taille économique, critique, et où on veut que l'Europe et Airbus soient présents. Alors, quelles vont être les consolidations? Comment on va y arriver? On est déjà un joueur important, on est le plus gros joueur dans l'espace aujourd'hui en Europe. Il y aura du développement endogène, il y aura du développement exogène, il y aura sûrement des besoins de rapprochement. C'est déjà assez consolidé. Et puis, on a la problématique en Europe du rapport à l'antitrust, et on a vu effectivement qu'on avait des barrières à la création de champions européens. Justifié ou pas, je ne vais pas prendre position ici, mais c'est très important pour nous que ce qui a été possible avec Airbus dans l'aviation commerciale il y a 20 ans, ça reste possible pour l'espace ou pour d'autres domaines, l'intelligence artificielle, dans le futur. Donc si je vous résume bien, c'est plutôt une volonté de croissance dans ces 3 secteurs qui sont l'espace, la défense et les hélicoptères. Un rôle stratégique dans la défense et effectivement de la croissance compte tenu de la compréhension de l'Europe que la défense est vraiment un sujet de souveraineté et probablement de survie à long terme. C'est la conviction que l'espace est dans 10, 15 ou 20 ans une activité considérable, absolument essentielle dans le domaine civil et dans le domaine militaire. On a entendu tout à l'heure Joël Barre et le général Lavigne s'exprimer sur le sujet, donc du civil et du militaire, absolument indispensable à l'activité économique et à la souveraineté, à la protection des gens au sol. Alors on va parler du SCAF, puisque c'est l'une des stars du Salon du Bourget dans le domaine militaire, évidemment. Vous êtes proche d'atterrir avec Dassault pour vous partager ce programme hors norme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui du point de vue d'Airbus sur ce programme assez dimensionnant, qui est même très dimensionnant pour l'Europe et pour l'Europe de la défense? Alors, je pense aussi qu'il est absolument essentiel pour l'Europe de la défense. La défense en Europe, ça veut dire la maîtrise du sol. La maîtrise du sol passe par la maîtrise de l'espace aérien. La maîtrise de l'espace aérien passe par la coordination de systèmes qui sont dans l'air, dans l'espace et dans l'espace cyber.
Donc la maîtrise du sol, demain, c'est le système de combat aérien du futur. Et les Européens, je pense, en ont pris conscience. La France et l'Allemagne se sont rapprochés pour rendre ce projet possible. Et je ne pense pas qu'on est à l'atterrissage. Je pense qu'on est au décollage du SCAF. On est au tout début de l'histoire. Il y a encore énormément de choses à construire. Je suis enchanté du niveau de conviction du besoin de dimension européenne de ce projet. Je suis ravi de la coopération qu'on a avec Dassault, qui a compris et qui a partagé avec nous les mêmes choses, qu'aller vers l'avant, c'était dans une coopération européenne. C'est compliqué, les coopérations. C'est toujours plus facile de faire les choses tout seul dans son coin. C'est un problème de confiance. Il y a de la confiance, il y a de la complexité, il y a des cultures différentes, il faut prendre en compte des dimensions qui sont plus nombreuses, éviter de tomber dans le plus petit dénominateur commun, mais garder un projet qui a de l'envergure. Et on est au début de cette histoire. Et on est ravis d'en faire partie, on veut y contribuer, on pense que l'histoire d'Airbus européenne fait qu'on a une capacité à aider à ce que ça soit possible, mais il faut après coopérer avec d'autres partenaires, et le partenaire principal pour Airbus, c'est Dassault, et on est enchanté de cette coopération. Alors on parle beaucoup de New Space. Quelle est votre stratégie pour faire entrer justement Airbus dans ce fameux New Space qui est assez fluctuant? Alors, il se crée le New Space. On est dedans de nombreuses façons, en fait. Il y en a qui sont assez visibles, il y en a qui le sont moins. Un projet que vous connaissez et qui est assez excitant pour nous, c'est OneWeb, qui a été l'entrée dans la production de grandes cadences d'objets beaucoup plus petits, où on a pour la première fois vraiment mis en place la fabrication, la conception et la fabrication du satellite autour d'un système de production inspiré de cadences de production plus élevées. Mais les business models sont encore incertains. Et les modes de connectivité, la façon de répartir la valeur, tout ça c'est en train de se construire. Donc il faut prendre des paris, mais on ne peut pas prendre tous les paris à la fois. On est sûr que les constellations, ça va devenir quelque chose d'essentiel. On est sûr que la communication des satellites entre eux va devenir un élément essentiel. Et puis, il y a aussi des sujets de relations entre les blocs, parce que si on a des satellites en constellation qui tournent autour de la Terre et qui sont capables d'alimenter tous les points de la Terre, si dans 90% du temps, en fait, cette capacité, elle ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de relation commerciale avec les zones survolées, ben le business case, il ne tient plus. Donc c'est en train de se construire, ça va très très vite. On est ravis de faire partie des quelques initiatives qui nous paraissent les plus porteuses d'avenir. Toutes ne marcheront peut-être pas à la fin, mais il y en a qui marcheront et on veut être à bord de celle-là. Fabrice ? Oui, une petite question un peu. Est-ce que c'est un objectif en soi d'atteindre une marge opérationnelle de 10%? Est-ce que certains disent que la logique financière l'a emporté sur la logique entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Je ne dissocie pas les deux. J'ai parlé des investissements en termes de technologie, en termes de digital, des montants qui vont être considérables quand on va aller à la nouvelle génération d'avions avec ces technologies décarbonées. Donc les montants d'investissement qui sont nécessaires sont absolument considérables. Et donc il faut générer à travers sa performance économique les flux de trésorerie qui permettent d'affronter ces investissements. Donc il faut être très rentable. Alors 10%, quand on prend des objectifs, il faut qu'ils soient chiffrés. Et donc on prend des chiffres. Pour nous, en ce moment, c'est approprié, on commence à s'en approcher, on en prendra d'autres peut-être plus tard. Ce qu'il faut, c'est une vraie performance économique cohérente des ambitions qu'on a dans l'environnement concurrentiel dans lequel on se place. Et notre principal concurrent, c'est Boeing, et il y a un niveau de rentabilité qui est beaucoup plus élevé que nous, donc on a besoin de continuer à progresser dans cette direction. Alors une dernière question concernant la Chine. Bon, tout le monde évoque la fin du monopole, du duopole avec Boeing. Est-ce que, pour autant, on voit que la Chine met du temps à sortir son avion, ça fait des années que ça dure. Est-ce que vraiment l'avance que vous avez peut être rattrapée un jour par la Chine? Est-ce que cette avance ne va pas tout simplement durer, même si la Chine commence à sortir les griffes? Je pense que la meilleure façon d'éviter qu'on soit rattrapé trop vite, c'est de considérer qu'on n'a jamais atteint le point où on est tranquille. C'est de toujours se remettre en cause. J'aime beaucoup l'esprit de pionnier, de challenger qui anime Airbus, de toujours penser qu'on a besoin d'aller plus loin, plus vite, et puis d'innovation. Et je pense que plus on innove, si on ne fait pas trop d'erreurs dans les choix qu'on fait,
plus on rend difficile pour les autres le fait de nous suivre. Quand on regarde la trajectoire d'Airbus dans l'aviation commerciale, on est à 50% de part de marché aujourd'hui. On était très loin de ce pourcentage il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, voilà, on a encore de la marge pour progresser, on a encore très envie, on a beaucoup d'appétit. Et les technologies dont je parlais tout à l'heure, elles nous excitent beaucoup. Voilà, donc on marche à la passion, on marche à l'ambition, on veut toujours croire qu'on a besoin d'aller plus loin, plus vite et de rattraper les autres. Et je pense que c'est ce qui rend la course difficile pour ceux qui essayent de nous rattraper. Maintenant, il faut être très humble. On voit beaucoup de domaines où il y avait beaucoup de technologies, où il y a des gens qui arrivent sur le marché et qui disruptent les gens qui sont en place. Donc voilà, on essaie de rendre la vie difficile à nos concurrents en étant les meilleurs possibles et les plus rapides possibles. Merci beaucoup. On va prendre seulement 2 questions de la salle, pas plus, parce que là on est un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que ce serait une seule question. question. Même on nous fait signe qu'une seule. Bon, une facile alors. Hein. Alors, monsieur là. Bonjour, monsieur le président. Joël Rosenberg, j'ai une question à vous poser sur la gouvernance d'Airbus. Votre prédécesseur, Tom Enders, a pris, il y a quelques années, un patron de la recherche américain qui a, permettez-moi ce mot, je suis neutre, je ne suis plus dans la DGA, qui a décimé les équipes de recherche d'Airbus. Les actionnaires ne sont pas intervenus à cause de cette neutralité franco-allemande. Je vous demande votre point de vue sur l'évolution de la gouvernance d'Airbus. Je pense qu'on a une gouvernance qui nous permet de nous piloter par nous-mêmes, de faire les choix qu'on fait, d'entreprendre, d'innover, d'investir, d'être ambitieux à l'international. Et je pense que le choix qui a été fait, dont vous parlez tout à l'heure, était un choix très audacieux, qui a bousculé beaucoup de choses chez Airbus, qui nous a remis en cause. Et quand on fait de la déstabilisation, quand on fait de la transformation, quand on fait des choix audacieux, il y a les bons côtés et les moins bons côtés. Et il a fait bouger beaucoup de choses. Et il a aussi fait bouger beaucoup de choses dans la bonne direction. Il y a des sujets sur lesquels on s'est fortement remis en cause de l'intérieur, qui nous ont fait beaucoup de bien. Donc il faut voir le bon côté des choses, et en tout cas on a fait ce qu'on a souhaité faire, et on l'a fait d'une façon qui nous a permis d'avancer, de continuer à regarder l'avenir. Il nous a amené de la méthode dans certains domaines, des méthodes qu'on continue à utiliser. Donc il ne faut pas toujours croire que les bonnes solutions viennent de l'intérieur. Il faut être sans arrêt en train d'essayer de prendre à l'extérieur ce qui peut nous aider. Parfois ça marche très bien, parfois ça marche un peu moins bien, et dans tous les cas on avance, on apprend et on progresse. Et ça a fait partie de cette démarche d'aller chercher des compétences, des avis, des regards différents sur notre façon de faire, et je pense qu'avec le recul, ça a été quelque chose de très positif. Ce sont les mots de la fin. Merci Guillaume Faury. Merci pour la clarté de ce débat. Et